Quand on est cinéphile, parler de Shining, c'est un peu le bœuf à bas. C'est le bœuf à bas. Donc il est probable que ce que je vais dire ait déjà été dit ailleurs, puisque Shining est peut-être le film le plus décortiqué du monde. Parce que c'est un film qui tend des perches à notre imaginaire sans jamais nous donner de vraies réponses. C'est un film qui ouvre des portes pour y laisser rentrer nos fantômes. Cette obsession pour Shining est d'ailleurs très bien illustrée dans l'excellent documentaire Room 237 qui m'a inspiré pour faire cette vidéo qui assume la surinterprétation. Un documentaire que je vous recommande donc chaudement. Donc, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je viens d'avoir une piste d'interprétation qui répond à un mystère du film que je n'arrivais pas à résoudre. Pourquoi la phrase que Jack écrit en boucle est « All work and no play makes Jack a dull boy », ce qu'on peut traduire par « uniquement du travail et pas de jeu » font de Jack un garçon terne, ennuyeux, sombre, lourd, sans intérêt, faible, sourd, sans éclat, etc. Parce que oui, le mot « dull » a beaucoup de traductions possibles. Voilà donc l'interprétation qui m'a sauté aux yeux aujourd'hui. Je pense que la frustration sexuelle est un thème central du film. Oui, je sais, dans les faits, ça saute aux yeux, mais il m'aura quand même fallu 20 ans pour m'en rendre compte. En fait, je pense que Jack et Wendy n'ont tout simplement plus de rapport sexuel, probablement depuis la naissance de leur seul et unique fils, Danny. Just a little problem with the old sperm bank upstairs. C'est une situation assez commune chez beaucoup de jeunes parents, et c'est peut-être une situation que Stephen King et Stanley Kubrick ont connue, puisqu'ils sont tous les deux parents. En tout cas, cette interprétation pourrait expliquer beaucoup de choses. En premier lieu, le fameux « all work and no play ». En effet, la naissance d'un enfant fait immédiatement pleuvoir sur les nouveaux parents une quantité de responsabilités. Être parent est un travail à temps plein. Nous avons donc là notre « work ». Et dans ce cas précis, le play ferait donc référence au sexe dont Jack est privé. Il n'a que du travail et pas de jeu, que des responsabilités et pas de détente, que de la pression et pas de soupape. Et ça le rend terne, sans intérêt, sans vie presque, ce qui est amusant quand on sait que le dernier plan suggère que Jack lui-même est un fantôme. Cette place centrale du sexe dans les enjeux du film expliquerait donc pourquoi ce que cache la chambre 237 est une femme nue qui rend Jack complètement hypnotisé. Cette femme est une manifestation de son obsession. Obsession que l'on peut voir dès le début du film à la façon que Jack a de regarder les jeunes femmes, même en la présence de Wendy. D'ailleurs, si je veux commencer à surinterpréter, je pourrais noter que le chiffre 237 est un chiffre qui se rapproche assez du mot sexe en anglais. En effet, le 2 inversé ressemble à un S, le 3 à l'envers ressemble à un E, et le 7 collé à un miroir donne un X. Peut-être donc que le mot Red Rum n'est pas le seul élément du film qu'il faut lire dans un miroir pour le décoder. Alors, je sais que ça peut vous paraître tiré par les cheveux, mais quand on sait que Kubrick a volontairement choisi ce numéro pour la chambre, ça fait quand même réfléchir. En effet, dans le roman, la chambre n'était pas numérotée 237, mais 217. Ce changement est donc un choix délibéré. D'ailleurs, si on veut encore surinterpréter, on peut se dire que le choix de la couleur violette n'est pas un hasard pour décorer la chambre du sexe. Je vous inviterai plutôt à dormir dans des chambres mauves. Sachez que dans une chambre comme celle-là, vous avez en moyenne 3,5 rapports sexuels par semaine. Et sachez que 3,5 rapports par semaine, ça fait 12 rapports par mois. 12 rapports par mois, c'est 10 ans d'espérance de vie en plus. Donc si vous ne le faites pas pour vous, faites-le par altruisme pour votre partenaire. C'est important de penser à l'espérance de vie de votre partenaire. Et si on veut surinterpréter encore un peu plus, on peut se dire que les motifs de la moquette de la chambre ressemblent quand même vachement à des verges. Et on sait depuis Orange Mécanique que Kubrick n'a pas peur de mettre des verges décoratives dans ses films. Et si on veut surinterpréter encore plus, on peut se dire que ce n'est peut-être pas un hasard si Kubrick sonne autant comme Lubric. Non, là je déconne, c'était juste pour voir si vous suiviez. Bref, la frustration sexuelle est une thématique qui hante le film. Cette frustration sexuelle peut d'ailleurs expliquer pourquoi Jack s'en prend à Danny, dont la naissance marque la fin de sa vie sexuelle. Ça expliquerait peut-être aussi pourquoi Jack est alcoolique. En effet, l'alcool serait alors un plaisir immédiat qui lui servirait de palliatif au plaisir immédiat qu'est le sexe. Ça expliquerait enfin la façon que Jack a de parler à Wendy avec dédain dès le début du film. En effet, ce n'est pas l'Overlook Hotel qui fait que Jack n'aime plus sa femme.
Avant même de s'y installer, il ne la supportait déjà plus. We must really be high up. The air feels so different. Ça expliquerait pourquoi il ne supporte plus ses réflexions naïves, alors qu'elle essaye juste de tenir la baraque, de s'intéresser à ce que Jack écrit, d'apporter de la joie, de la vie. Weather forecast said it's gonna snow tonight. What do you want me to do about it? Jack est seul, isolé, emmuré dans sa propre psyché, complètement coupé du réel. For some people, solitude and isolation can of itself become a problem. Not for me. Jack a l'impression que sa femme ne fait plus attention à lui depuis que Danny est né. You are concerned about him. And are you concerned about me? Je suis le sentiment de rejet exacerbé de Jack. Pour lui, Wendy est la cause de sa souffrance. I have let you fuck up my life so far, but I am not gonna let you fuck this up. Il vit donc reclus, rongé par son aigreur. Et Wendy vient le déranger dans son palais mental rempli de fantasmes. Il doit la trouver inconséquente, elle qui essaie de faire comme si tout allait bien, alors qu'elle ne voit même pas les fantômes qui rôdent autour de leur famille, qu'elle ne voit pas tous les fantasmes qui peuplent la tête de son mari, qu'elle ne finit par voir tous ces fantômes que quand il est déjà trop tard. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que le mot fantôme et le mot fantasme viennent tous les deux du même mot latin, phantasma. Et ça expliquerait donc aussi pourquoi Jack vit dans un hôtel rempli de fantômes. Un hôtel, c'est d'abord un lieu d'adultère par excellence, mais un hôtel, c'est aussi la reproduction d'un foyer. C'est un faux, c'est un simulacre de foyer. It's very, homey. Ici, c'est comme si Jack et Wendy faisaient semblant d'être une famille. Rongé par son ressentiment, Jack en vient à détester sa femme et son fils, Wendy se refusant à lui, et Danny étant, selon Jack, la raison pour laquelle il n'a plus dans sa vie que du travail et pas de jeu. Pourtant, sa femme et son fils sont les seuls liens qui le rattachent au vivant et à la raison. Ces derniers liens, Jack va tenter de les couper à coups de hache, comme s'il voulait être seul dans son monde de fantasmes et de démence. Comme s'il pensait, dans sa folie meurtrière, qu'en éliminant Danny et Wendy, il pourrait de nouveau assouvir ses fantasmes. En cédant à ses pulsions de mort, il pourrait de nouveau assouvir ses pulsions de vie. D'ailleurs, avec cette lecture, la longue tirade de Jack quand il menace véritablement Wendy pour la première fois prend un tout autre sens. Il y parle de contrat, d'engagement, ce qui est probablement une référence au mariage. Il y parle du poids des responsabilités, de principes éthiques et moraux qu'il est tenu de respecter. On pourrait alors supposer qu'il parle en filigrane de fidélité. Donc quand il dit ça, Has it ever occurred to you what would happen to my future if I were to fail to live up to my responsibilities? on peut y entendre « Est-ce que tu as pensé que peut-être je pouvais te tromper ? Est-ce que tu as pensé aux conséquences que ça aurait ?» Et c'est là qu'un autre élément prend tout son sens. Dès l'instant où les lèvres de Jack touchent les lèvres de la femme de la chambre 237, elle se transforme en morte vivante. Elle est donc à la fois un fantasme et un fantôme. Elle devient donc présage de mort et lui rit au visage. La tromperie est alors une tentation funeste qui ne pourra amener qu'à la mort de son foyer. D'ailleurs, on peut imaginer que le film, avec son ambiance lancinante et cauchemardesque, n'est en fait qu'un cauchemar de Jack, une représentation symbolique de la peur qu'il a de détruire sa famille. Most terrible nightmare I ever had. I dreamed that I killed you and Danny. Cette thématique rappelle d'ailleurs beaucoup le dernier film de Kubrick, Eyes Wide Shut. Lui aussi baigne dans une ambiance de cauchemar, et lui aussi était hanté par des fantasmes adultères mortifères qui mettent en péril une famille avec un enfant unique. Et ce n'est sûrement pas un hasard. En effet, la mort de la passion au sein du couple marié est une thématique qui hante Kubrick depuis toujours. On la retrouve déjà dans des manuscrits de scénarios inachevés qu'il a écrits dans les années 50. Et je ne résiste pas à l'envie de vous en lire un passage pour conclure cette vidéo. Le mariage est comme un long repas avec le dessert servi au début. Pouvez-vous imaginer les horreurs de vivre avec une femme qui s'attache à vous comme une ventouse en caoutchouc, dont toute la vie tourne autour de vous, matin, midi et soir? C'est comme se noyer dans une mer de plumes, plonger de plus en plus profondément dans les profondeurs douces et suffocantes de l'habitude et de la familiarité. Si seulement elle se défendait. Sois en colère,
ou jalouse, même juste une fois.